Chapitre 74. Des questions légitimes, suite. La géochronologie est une discipline scientifique connue pour déterminer l'âge des roches, fossiles et sédiments à partir de différentes méthodes de datation. Cette discipline est reconnue par les spécialistes d'autres disciplines scientifiques. Confiant, il suppose que les fondements de cette science ont été dûment établis, vérifiés et surtout que leurs résultats sont sûrs. Mais selon le docteur en sciences Van Oosterwijk-Gastuche, qui a largement étudié la question, les mesures isotopiques qui, entre guillemets, datent les ères géologiques sont dénuées de toute signification chronologique. D'ailleurs, le docteur, remarquant que les conclusions des manuels scolaires étaient diamétralement opposées à son constat et qu'ils servaient cependant de base à la théorie de l'évolution, chercha à s'informer auprès de ses collègues géologues pour comprendre la raison de cet imbroglio scientifique étant pris dans sa nouvelle acceptation, c'est-à-dire conforme à la théorie de l'évolution. Elle leur demanda quels étaient les repères chronologiques qui avaient servi à valider les millions d'années de l'évolution. Ils les ignoraient. Ils lui recommandèrent de consulter le manuel d'Holmes, Principles of Physical Geology, publié en 1944, pour y trouver des réponses. Elle découvrit alors, à sa grande stupéfaction, que le tri des dates avait été opéré en fonction de la théorie actualiste de Lyell, et que c'était donc à son échelle stratigraphique que l'on devait le cadre chronologique de l'émergence de la vie, formée par ces longues périodes appelées ères géologiques. On se rappelle alors, songeur, que cette échelle de Lyell n'est pas basée sur des fondements scientifiques à proprement parler, mais plutôt sur un postulat réfutant par principe toute allusion à un déluge qui aurait pu provoquer une soudaine sédimentation et des conditions de pression pouvant influer sur la formation de strates pour lui préférer l'idée de périodes longues et tranquilles durant lesquelles les espèces avaient progressivement évolué. Ainsi, selon le docteur Van Oosterwijk-Gastuche, l'échelle de Lyell prouvant scientifiquement l'évolution, enseignée dans toutes les universités, reposerait sur une idéologie et non sur des faits scientifiquement prouvés. Pour elle d'ailleurs, les faits observés s'interpréteraient mieux dans le cadre du récit biblique. Et toujours selon elle, les principes de la géologie actuelle seraient périmés. Ce qui expliquerait notamment que l'on puisse trouver des cellules sanguines dans les os de tyrannosaures datées de 68 millions d'années. Ces animaux ayant sans doute été beaucoup plus proches de nous dans le temps qu'on ne le pense actuellement. L'inexplicable spontanéité de l'évolution aviaire, ce Big Bang, pour reprendre l'expression de Claire Tchernia, serait peut-être aussi plus facile à appréhender avec une autre grille de lecture. La mesure du temps passé, grâce à une échelle stratigraphique, est erronée, car la succession verticale des strates et leur épaisseur sont interprétées comme un témoignage de lents dépôts survenus au cours du temps sur une croûte terrestre supposée alors uniforme. Ces dépôts résulteraient de mouvements verticaux, les continents provenant d'anciens océans et les océans d'anciens continents. Mais cette interprétation est obsolète depuis que la théorie de la tectonique des plaques a révélé l'hétérogénéité de la croûte terrestre, les continents étant des plaques rigides riches en silicate d'aluminium, SiAl, qui flottent sur une couche inférieure pâteuse, riche en silicate de magnésium, SiMa. La croûte subocéanique, constituée de SiMa, est extrêmement fine et soumise encore aujourd'hui à d'impressionnants phénomènes volcaniques. Les mouvements terrestres ont donc été latéraux, puisque les plaques qui forment les continents actuels proviennent du démantèlement d'un continent unique primitif. Le postulat de la théorie de Lyell est donc faux. Aucune preuve objective ne confirme la chronologie de son échelle stratigraphique. Bien au contraire, de récentes expériences de stratification ont démontré que les mêmes dépôts que Lyell avait interprétés comme le signe de longue durée se formaient en des temps très courts en milieu cataclysmique.
comme le prouvent les travaux de Guy Berthaud par exemple. Par conséquent, il reste à interpréter les strates et les fossiles différemment. Giovanni Arduino a développé la première classification du temps géologique en se basant sur l'étude de la géologie du nord de l'Italie. C'est lui qui, en 1759, divisa l'histoire de la Terre en 4 périodes. La période primitive ou primaire, au schiste du cœur des montagnes, auxquelles seront ajoutées les roches cristallines telles que les granites. La période secondaire, aux roches sédimentaires dures sur les flancs des montagnes. Puis la période tertiaire, aux roches sédimentaires meubles, des contreforts. Et enfin, la période quaternaire, aux roches volcaniques. C'est cette classification chronologique qui servit de base aux travaux de Lyell. Il l'a repris en la complétant d'un repère chronologique essentiel, le fossile caractéristique. Le docteur Van Oosterwijk-Gastuche fait remarquer que depuis, pour les géologues, les fossiles sont les médailles de la géologie. Ce n'est donc pas la strate qui fixe le temps de l'évolution, mais le degré de complexité du fossile. Or, elle constate avec justesse que l'échelle, qui repose sur un système de stratification obsolète, est fondée en outre sur une pétition de principe. Lyell pose a priori et sans preuve l'évolution comme démontrée. C'est un peu l'ouroboros de la science. L'évolution s'appuie sur la chronogéologie, et plus particulièrement sur l'étude des strates, qui sont la preuve des longues durées du processus évolutif. Et l'étude des strates postule que l'évolution des espèces est démontrée, et se sert de la phylogénie, c'est-à-dire de la discipline qui étudie les relations de parenté entre les différentes espèces dans le but de reconstituer l'évolution, pour dater les strates à partir des fossiles que l'on y trouve. De plus, la stabilité des espèces grâce à l'ADN est un fait reconnu. Et s'il est vrai que les fossiles appartiennent en général à des espèces disparues, ce qui pourrait plaider en faveur de la théorie de l'évolution des espèces, certaines des espèces vivantes se trouvent aussi à l'état de fossiles. Le poisson sélacanthe est l'exemple le plus connu. Mais il existe d'autres espèces dites panchroniques, comme les limules, les nautiles, certaines espèces de requins, les chimères, les dipneustes et d'autres poissons, les triops, certains oursins, mais aussi des vers, des crustacés, des insectes, des amphibiens et aussi, au moins, un reptile. Ce qui représente tout de même beaucoup d'exceptions à la loi de l'évolution. Mais certains biologistes spécialistes de l'évolution soulignent que l'apparente stabilité morphologique des espèces panchroniques ne concerne que leur morphologie externe globale. Oui, vous avez bien entendu, l'apparence externe de ces animaux serait la même, mais à l'intérieur, ce serait différent. L'argument laisse rêveur, rien n'ébranle la foi évolutionniste. Pourtant, le credo phylétique, basé sur les arborescences génétiques reconstituées, ne repose que sur des hypothèses émises par des scientifiques non disposés à remettre en cause leurs croyances. Ces représentations illustrent la théorie de l'évolution sans la démontrer rigoureusement. Dans son article intitulé « La datation des aires géologiques remise en question », le docteur Van Oosterwijk-Gastuche cite le docteur Louis Bounour, qui écrivait en 1957 à propos des mammifères tertiaires: « Notre esprit peut bien établir certaines comparaisons et certains liens de classement idéal des membres de ces animaux. C'est même la tâche par excellence de l'anatomie comparée. Mais on va au-delà des faits, si dans la plupart des cas, on interprète ces liens comme dénotant une filiation réelle, une descendance effective. » Cette remarque met en avant le subjectivisme de la classification et des arbres phylogéniques. Et si le docteur Bounour ait mis ce bémol sur les filiations entre espèces, c'est que ses travaux apportèrent, pour la première fois chez les vertébrés, la démonstration de l'existence d'une catégorie particulière de cellules destinées à former les gamètes, décelables dès le début du développement de l'organisme.
Cet ensemble de cellules, ou germènes, forme une véritable lignée dite germinale, qui relie les générations successives en transmettant ses caractéristiques d'une génération à l'autre. Ainsi, ce germène se distingue par son immortalité de toutes les autres cellules du corps ou soma qui, elles, disparaissent à la mort de l'individu sans avoir transmis une continuité intergénérationnelle. Or, le docteur Bounour était persuadé que cette entre guillemets, immortalité de la vie avait pour corollaire l'immortalité de la forme par le maintien à travers les générations des caractères morphologiques des espèces. Il faisait conclure à la notion de fixité des espèces en contradiction avec la théorie de l'évolution des espèces. L'objection du docteur Bounour sur les filiations des espèces de mammifères s'applique aussi pour les restes fossiles qui sont présentés de manière péremptoire comme les restes de nos ancêtres. Le docteur Van Oosterwijk-Gastuche rappelle qu'ainsi, la documentation abondante sur les crânes, la dentition ou les membres de différentes espèces de singes, de chevaux, de dinosaures, etc., ne fait pas le constat d'une transition vers le cerveau ou la main des humains. Et la paléontologie n'a jamais apporté de preuve objective d'une évolution progressive quelconque. De plus, à la lumière de la génétique et de l'embryologie moderne, les théories de Lamarck et Darwin sont aujourd'hui qualifiées de puériles et d'irréalistes. Elle conclut d'ailleurs que, s'il n'y avait le cloisonnement des spécialités, les scientifiques auraient depuis longtemps abandonné les thèses de Darwin.